Aujourd'hui, nous allons parler de 4 livres, un ouvrage de fantaisie indienne, de la science-fiction féministe, une novella de science-fiction contemporaine fantastico-horrifique et enfin un classique de la fantaisie horrifique également. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Le premier livre dont je veux vous parler, il s'agit du premier tome de The Shiva Trilogy, la trilogie de Shiva, Les Immortels de Meluha par l'auteur indien Amish Tripathi. Il est en VO, mais sachez qu'il est disponible en français chez Outre-Fleuve et chez Pocket. En toute chose, je tiens à préciser que si je m'intéresse à l'Inde, je ne suis pas d'origine indienne et ma connaissance de cette culture reste limitée. Mon avis vaut donc ce qu'il vaut, surtout si par votre background vous avez un avis, un regard différent sur ce livre, n'hésitez pas à me le dire et à le partager en commentaire. Ce roman est une réécriture du mythe d'un des plus célèbres dieux du panthéon hindouiste, à savoir le dieu Shiva. L'approche de l'auteur dans ce livre, c'est qu'il imagine que Shiva, en fait c'est un homme qui a vraiment existé, un homme comme les autres, sauf qu'un beau jour, sa gorge est devenue bleue, ce qui est un des attributs qu'on reconnaît au dieu Shiva, et que d'un coup tout le monde s'est mis à voir en lui le sauveur tant attendu. Ce qui m'a surprise avec ce livre, c'est que étant donné qu'on va parler d'un dieu important dans la mythologie indienne, en fait, je ne m'attendais pas à trouver autant d'humour et autant de légèreté dans ce récit. C'est vraiment un livre à la lecture duquel beaucoup de fois on sourit de bon cœur. Ce qui est original, c'est que notre Shiva, c'est un homme tout ce qu'il y a de plus humain. Alors oui, il est fort, c'est un bon guerrier, il a bon cœur, mais il est complètement dépassé par ce qui lui arrive et voire limite il en a ras-le-bol en fait que tout le monde le mettre sur un piédestal. J'ai trouvé que l'intrigue n'était pas forcément très originale, surtout quand on lit beaucoup de fantaisie. Honnêtement, on voit assez les choses venir. Ça reste une lecture sympathique et en tant que lecteur non indien-indienne, ça reste un moyen agréable de s'ouvrir, on va dire, à cette culture. Sachez que le tome 1 ne se finit pas du tout. Vraiment, ça s'arrête d'une manière assez abrupte. Il faudra vraiment lire la suite pour avoir le dénouement de l'intrigue qui est présentée ici. Là, de l'aventure, des rebondissements, du divertissement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques points assez intéressants dans ce livre. D'abord, ça s'est peut-être ressenti, j'ai apprécié le fait que le thème de la divinité soit abordé avec une certaine légèreté à laquelle on est assez peu accoutumé, je trouve, dans nos cultures monothéistes. J'ai l'impression que ce livre essaye de nous dire que oui, il y a des dieux qui sont là pour aider, mais finalement, n'oublions pas que les hommes sont acteurs de leur propre destinée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'ai perçu, peut-être à tort, peut-être que je vais trop loin, dans ce livre, un discours de fond sur les discriminations qui animent encore la société indienne aujourd'hui. Vous savez peut-être que si officiellement les discriminations sur la base des castes en Inde ont été interdites en 1950, dans les faits, les castes n'ont pas été interdites, elles existent toujours et elles génèrent toujours des inégalités. Et les Dalits, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de caste, qu'on appelait autrefois les intouchables, font l'objet de discrimination et font face à des difficultés importantes, ne sont pas à égalité des chances avec les autres citoyens qui, eux, ont une caste. D'ailleurs, j'ai vu que l'auteur Amish Tripathi, qui de base est quelqu'un qui a travaillé dans la finance, a écrit un essai sur l'Inde contemporaine. Je pense que je le lirai parce que ça m'intéresse d'en apprendre plus sur l'Inde et peut-être que ça m'aidera à mettre en perspective son roman. Et je lirai probablement la suite, c'est pas non plus hyper urgent, mais je pense que je lirai la suite avec plaisir. On continue avec un roman que je suis ravie d'avoir découvert. Si elle passe par là, je remercie ma copine Marine qui me l'a prêté pendant la période du confinement. Il s'agit de Chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Herberg. Elisabeth von Herberg, c'est une autrice qui a grandi en France et qui vit aujourd'hui au Québec. L'histoire de Chroniques du pays des mers se déroule a priori dans un futur lointain
où l'humanité est revenue à un stade beaucoup plus archaïque. Surtout, il n'y a presque plus d'hommes. Il naît très peu de personnes de sexe masculin. La société est donc très majoritairement composée de femmes et les rapports entre les sexes sont très différents de ce que nous connaissons. C'est là qu'intervient pour moi toute la subtilité d'Elisabeth von Harburg. Au lieu de faire de cette société dirigée et occupée majoritairement par les femmes une société idyllique, ce qui reviendrait finalement à avoir un discours sexiste, les femmes sont plus douces, sont plus conciliantes, cette société n'est ni parfaite ni horrible, elle a des bons et des mauvais côtés. Chronique du pays des mers, les hommes sont assez fortement discriminés. Ils sont pas tellement maîtres de leur destin, ils sont baladés de ville en ville pour servir de ressources reproductrices à la chaîne et ils n'ont tout simplement pas le droit d'avoir accès à certaines professions. Si les femmes sont mieux loties, à l'âge où elles sont rouges, c'est-à-dire en âge d'avoir des enfants, eh ben, elles doivent enchaîner les grossesses par insémination artificielle avec tous les dangers que ça peut présenter puisque déjà on a l'effet de cumul et puis on a le fait que c'est une société qui reste relativement archaïque, donc le fait d'avoir un enfant n'est pas sans risque. Donc il y a aussi une forme de violence et de contrôle du corps des femmes alors même que ce sont elles qui sont au pouvoir. En ça, c'est un vrai récit de science-fiction parce que c'est comment est-ce qu'on se comporterait vis-à-vis du fait d'avoir des enfants dans une société où les cartes seraient distribuées de manière complètement différente. L'intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de discours ou de leçon féministe en tant que telle. Il y a une mise en scène qui est présentée et qui peut susciter toute une réflexion autour de ces thématiques du sexisme, des rapports de pouvoir, de la reproduction et de l'impact que ça a sur nous. À vous de vous en saisir et à vous de réfléchir. Ça se traduit pour moi dans le fait qu'il n'y a rien de conventionnel dans le traitement des personnages féminins comme masculins. D'ailleurs, globalement, il n'y a rien de manichéen dans ce roman. Même l'héroïne, Liz Bay, qui est la jeune femme qu'on va suivre depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, elle n'est pas 100% attachante, 100% bienveillante. Il est probable que vous n'adhériez pas à tous les choix et à toutes les décisions qu'elle prend. On a toute une réflexion qui est proposée autour de la manière finalement dont le collectif régente nos vies individuelles, soit avec cette organisation en fait de la reproduction ou à travers le traitement de la question religieuse, puisque dans cette société s'est installée une religion qui ressemble à la nôtre mais qui est différente. Je crois d'ailleurs que pour parfaitement comprendre Chronique du pays des mers, il faut que je lise un autre ouvrage d'Elisabeth von Harburg qui est beaucoup plus court et qui s'intitule Le silence de la cité. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un préquel qui explique pas mal de choses. C'est probable que je le lise, certainement pas tout de suite, mais le cas échéant, vous aurez mon avis et voilà, peut-être que ça viendra compléter, moduler mon avis sur Chronique du pays des mers. En tout cas, sachez que c'est un livre qui est quand même assez long et c'est une lecture que j'ai trouvée assez exigeante parce qu'en fait, on est vraiment dans la peau de Liz Bay, le personnage principal, et mine de rien, elle vit dans une société qui est complètement différente de la nôtre et en fait elle résonne d'une manière totalement différente et l'autrice a très bien su représenter ça et du coup ça demande quand même un effort de concentration et d'investissement pour adhérer à tout cet univers que l'autrice dépeint. Pas énormément d'action, on suit Liz Bay dans sa vie, dans ce qui lui arrive. Ça prend son temps. Sachez en tout cas que c'est vraiment une lecture très atypique et c'est vraiment une lecture où vous serez actif. En tout cas, j'ai beaucoup aimé.
Troisième livre dont je vous parle, il s'agit d'une novella de la collection Une heure lumière des éditions Le Bélial. Il s'agit des meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson. Thompson, c'est un auteur d'origine nigériane qui vit aujourd'hui au Royaume-Uni. Et élément notable pour contextualiser cette lecture, il est psychiatre de métier. Il est également l'auteur de la trilogie de science-fiction Rosewater, dont vous avez probablement entendu parler sur Booktube. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite novella s'éloigne, on va dire, de la science-fiction pour prendre une connotation beaucoup plus horrifique. Je préfère le dire. Je vous recommande de vous abstenir de lire ce texte si vous êtes trop sensible. Parce que on est quand même dans ce que j'appellerais le body horror. Et même si on n'a pas de violence gratuite, on n'a pas de torture, l'horreur prend quand même ici une forme très charnelle et très crue. On a des descriptions qui, je pense, si vous êtes trop sensible, risque de vous heurter. Alors, ça va être très dur de vous parler de cette novella sans vous spoiler, parce que c'est quand même un texte qui est très court. J'ai trouvé que le point fort de ce livre, c'est la relation compliquée que vous allez entretenir à son héroïne. Parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté autour de ce qu'elle traverse, une ambiguïté qui pour le coup fait très fantastique. Cette ambiguïté va faire que vous n'allez pas exactement savoir comment vous positionner par rapport à Molly. Je pense que je ne vais pas trop loin dans le teasing, mais comme vous voyez, ça s'appelle Les meurtres de Molly Southbourne, donc vous vous doutez qu'à un moment ou à un autre, cette chère Molly va sans doute avoir du sang sur les mains. En fait, on a du mal à savoir si Molly, on doit la considérer finalement comme une victime ou comme un bourreau. Molly, il lui arrive des choses, elle fait des choses assez terribles et en même temps, elle n'a pas choisi d'être dans la situation où elle est. Ça m'a renvoyé à la difficulté de porter un jugement sur les personnes qui peuvent être atteintes de troubles psychiatriques. On arrive à comprendre le fait que il y a des raisons pour que la personne soit comme ça. Et en même temps, de l'extérieur, c'est difficile de ne pas juger négativement une personne comme ça. J'espère que je n'ai pas été maladroite dans mes propos. En tout cas, c'est un livre qui gère très très bien la tension psychologique. Ça ne se relâche quasiment pas de toute la novella, où à chaque fois qu'on croit que ça va se relâcher, ce n'est pas le cas. Et au-delà de ça, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un regard intéressant, un regard qui m'a fait me questionner. Si ce que j'ai pu en dire vous intrigue, n'hésitez pas à essayer la lecture, ayant cependant en tête le petit warning que j'ai fait, à savoir que c'est quand même quelque chose qui est assez violent, assez cru. Vraiment, si vous avez lu cette novella, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis très curieuse de voir ce que vous y avez vu. On passe au quatrième livre, Zotique de Clark Ashton Smith. Et là, je dois remercier Marc du blog Les Chroniques du Chroniqueur, qui est un de mes coéquipiers dans le podcast Mana et Plasma, qui a très chaudement recommandé ce livre. Et c'est en partie grâce à lui que je me suis décidée à le lire et grand bien m'en a pris. Pour le contexte, sachez que Clark Ashton Smith était un ami et correspondant de Lovecraft et que comme lui, il a été publié dans la revue Pulp Weird Tales. Mais si les deux auteurs s'entendaient bien et qu'ils partagent une même passion pour les dieux sombres et inquiétants, sachez que leurs styles et leurs univers sont quand même assez nettement différents. Donc si vous aimez Lovecraft, vous avez des chances d'aimer Clark Ashton Smith, mais ne vous attendez pas à retrouver du Lovecraft. Zotique est un recueil de nouvelles de dark fantasy, dark au point qu'on peut considérer que c'est horrifique. On se situe très loin dans le futur et la Terre, on le comprend, est en train de mourir. Le soleil est devenu rougeâtre, il a perdu de sa clarté à tel point qu'il laisse apparaître les étoiles en plein jour. Ce qui donne déjà une petite ambiance. Il ne reste plus qu'un seul et unique continent qui s'appelle
Zotique qui, ma foi, est assez désertique. Ce décor de désert va d'ailleurs de pair avec le fait que l'univers est globalement d'inspiration assez fortement orientale. C'est un petit peu les 1001 nuits, mais version creepy, tu vois. Parce que du coup, Zotique est peuplé de ghouls, de créatures étranges, même la faune et la flore partent en cacahuète. Et puis il y a pas mal de sorciers qui, s'ils ne sont pas mauvais en soi, ont quand même une fâcheuse tendance à pactiser avec des puissances démoniaques. Pour vous donner une petite idée, moi quand je lisais Zotique, je n'arrêtais pas de penser à la zone de Ludgolain dans Diablo 2. À Zotique, je ne vous le cache pas, vu le contexte, ça ne se passe pas toujours très bien pour tout le monde. Je dirais même plus que pour beaucoup de personnages, c'est le drame. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'issue fatidique de la plupart des nouvelles est souvent la conséquence des choix que font les personnages, soit par orgueil, soit par jalousie, soit par vanité. Et d'ailleurs, chose pas forcément banale dans un récit d'horreur, vous avez pas mal de petites pointes d'humour, alors assez noires, souvent parce que justement l'auteur tourne un petit peu en dérision le comportement de ces personnages. C'est justement un petit peu comme des indices, j'ai trouvé, que l'auteur nous laisse pour que justement on se dise là, je pense que le personnage est un petit peu en train de déconner. Je pense que ça va se retourner contre lui. Honnêtement, l'humour ne nuit pas du tout à l'ambiance très inquiétante, très sombre, très oppressante qu'il y a dans ces textes-là. Vous vous dites, oula, les 1001 nuits version glauque, en plus il y a un peu d'humour et tout, moins. Et c'est ça qui est amusant avec Zotique, c'est qu'en fait, décrit comme ça, tout ce qui est raconté pourrait sonner super kitsch, sauf que c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que Clark Ashton Smith a une plume, mais incroyable, tellement belle qu'on se laisse complètement prendre au jeu, complètement happé par son univers. Il a un style qui est vraiment très envoûtant, très onirique. Il utilise un vocabulaire qui est très beau, qui est très élaboré. Juste pour éveiller un petit peu votre curiosité, Clark Ashton Smith en soi, c'est un personnage qui est incroyable. C'est un homme qui a vécu presque toute sa vie dans une cabane en Californie qu'il avait construite avec son père. Il a reçu quasiment aucune éducation et il a tout appris en autodidacte, en lisant énormément, notamment du Charles Baudelaire. Ça se ressent, je trouve, dans son écriture. Ashton Smith, il a lu le dictionnaire. Il a lu un dictionnaire de la page 1 à la dernière page pour le plaisir. C'est vraiment quelqu'un qui était passionné en fait par la langue, qui adorait ingurgiter une quantité de textes. A priori, il avait une mémoire hors du commun. On estime qu'il compensait cette non-formation traditionnelle académique par justement l'usage de ce vocabulaire extrêmement travaillé. Je mets quand même un petit avertissement. Sachez que c'est de l'horreur, vous êtes prévenus, et qu'en plus de ça, dans une des premières nouvelles, il y a des scènes de torture qui sont décrites assez précisément et qui sont quand même assez difficiles à encaisser. T'as l'impression que l'auteur te troll un petit peu parce qu'il te dit « il est impossible de décrire toutes les horreurs par lesquelles est passé machin ». Et puis après, il y consacre 2 pages, quoi. Si vous n'aimez pas tout ce qui est torture, etc., évitez la nouvelle L'île des tortionnaires. Le reste, ça reste horrifique, mais vous n'aurez pas de scène de torture. Voilà.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre. C'est à la fois très horrifique et très beau, très poétique. Et rien que pour ça, je pense que c'est à découvrir. Vraiment, ça plaira pas à tout le monde, hein. J'en suis consciente, mais je tenais vraiment à vous en parler parce que moi, ça m'a énormément plu. Si vous aimez l'horreur et que vous aimez les beaux textes, mais vraiment foncez. Moi, je le sais, c'est certain, c'est sûr à 100%. Je lirai la suite, à savoir Averoigne, je crois, et Hyperborée et Poséidonis, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et peut-être donné des envies de lecture. Je ne le dis pas toujours, mais n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire et à me recommander des titres. Moi, je suis toujours curieuse de voir ce que les gens lisent. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo et en attendant, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures. Allez, salut!